Abonnez-vous à Confessions interdites pour découvrir d'autres histoires. Commençons par celle-ci. Mon nom n'a pas d'importance, mais pour les besoins de l'histoire, appelez-moi Weston. Weston Callaway. J'ai 53 ans maintenant. Il y a 5 ans, j'en avais 48, et j'étais le genre d'homme qui pensait qu'un travail acharné et un compte en banque bien rempli signifiaient que tout allait bien à la maison. Spoiler, ce n'était pas le cas. J'ai passé la majeure partie de 2 décennies à développer une franchise de restauration rapide, passant d'un fast-food exigu dans un centre commercial près de la route 9 à un réseau qui a fini par s'étendre sur plusieurs États. À l'époque où cette histoire commence vraiment, j'avais 27 établissements et j'en visais 3 de plus. J'employais près de 400 personnes. Je conduisais un beau pick-up, je vivais dans une belle maison, et j'avais une femme et 4 enfants dont j'étais sincèrement fier. J'étais, selon toutes les apparences, un homme qui avait réussi. Ma femme s'appelait Lorraine. Nous étions mariés depuis 19 ans à ce moment-là. Et avant que tout n'explose, j'aurais décrit notre mariage comme solide. Pas parfait. Rien de ce qui est construit au cours de semaines de travail de 60 heures n'est parfait, mais solide, fiable. Elle s'occupait de la maison, des enfants, des affaires d'école. Je m'occupais de l'entreprise. C'était l'accord que nous avions trouvé. Et pendant longtemps, je me suis dit que ça fonctionnait. Nos 4 enfants, Gareth, qui avait 17 ans à l'époque, Phoebe, 15 ans, Declan, 12 ans, et notre petite dernière, Rosie, qui venait d'avoir 9 ans. 4 enfants qui méritaient mieux que ce que leur mère faisait discrètement dans le dos de notre famille. Je veux être honnête sur un point avant d'entrer dans le vif du sujet. Je n'étais pas un mari attentionné comme j'aurais dû l'être. Pas absent émotionnellement de façon dramatique, mais perpétuellement distrait. Quand Lorraine disait qu'elle avait besoin de parler, je répondais, « Ce soir, je te le promets. » Et je m'endormais à mon bureau à 21h. Je n'excuse pas ce qu'elle a fait, mais je ne prétends pas non plus avoir été un partenaire parfait. Ce qu'elle a fait était mal. Ce qu'elle a fait était un choix qu'elle a répété au fil des ans. Mais je n'étais pas totalement aveugle à mes propres échecs une fois la poussière retombée. Le truc avec la trahison de Lorraine, c'est que ce n'était pas imprudent ou impulsif. C'était patient, stratégique. C'est ce qui, plus que tout, m'atteint encore parfois quand j'y pense. Elle avait trouvé sa couverture dans le monde de l'implication des parents d'élèves à l'école, et c'était véritablement brillant parce que c'était basé sur quelque chose de réel. Elle assistait vraiment aux réunions du conseil scolaire. Elle faisait vraiment partie du comité des parents d'élèves, PTA. Elle organisait vraiment des collectes de fonds et coordonnait les bénévoles pour la semaine d'appréciation des enseignants. Elle s'était forgée une réputation dans cette communauté en tant que représentante des parents dévoués et énergiques. Cela lui donnait une légitimité et un alibi. Mais en cours de route, ces réunions sont devenues autre chose. Les conférences éducatives avec nuitée ont commencé. Elle les appelait des séminaires pour les parents bénévoles, des occasions d'apprendre les meilleures pratiques, de réseauter avec des professionnels de l'éducation, de ramener de nouvelles idées pour la communauté scolaire. Elle partait un vendredi, revenait le dimanche, bouillonnante de discours vagues sur les modèles d'apprentissage collaboratif et les cadres de soutien aux élèves. J'étais fier d'elle. Je le lui ai dit. Je trouvais formidable qu'elle ait trouvé une passion au-delà du simple fait d'être ma femme et la mère de mes enfants. J'étais un idiot. Les signes étaient là, éparpillés sur la chronologie de notre mariage comme des miettes de pain que j'ai choisi de ne pas suivre. Elle a commencé à s'habiller différemment environ 3 ans avant que tout ne s'effondre. Des vêtements de créateurs ont remplacé ses jeans et pulls décontractés. Elle a commencé à se maquiller entièrement pour déposer les enfants à l'école. Elle a acheté du parfum cher, le genre que l'on porte seulement quand on veut que quelqu'un de spécifique le remarque. Quand je lui disais, « Tu es belle », elle souriait et disait qu'elle voulait juste se sentir apprêtée pour les autres parents. J'ai accepté cela, ça paraissait innocent. Elle a arrêté de se plaindre de mes longues heures de travail. Cela aurait probablement dû être le plus grand signal d'alarme de tous. Au début de notre mariage, ma charge de travail était une source de réelle tension entre nous. Elle voulait plus de moi. Je donnais plus à l'entreprise. Nous nous disputions. Je promettais de faire mieux. Et on recommençait. Mais quelque part autour de la 12e année, elle a cessé d'insister. Les plaintes ont tout simplement disparu discrètement. Et je me souviens m'être senti soulagé, pensant que nous avions finalement mûri et dépassé ces frictions. Ce que je n'avais pas compris,
c'est qu'elle avait tout simplement trouvé d'autres moyens de remplir le temps que je ne remplissais pas. Or, mon père, il s'appelle Aldi, mais tout le monde l'appelle Al. Il l'a vu avant moi. Il a 77 ans aujourd'hui, et à 72 ans, il était encore l'un des hommes les plus vifs et les plus directs que j'ai jamais connus. Il avait été marié à ma mère pendant 45 ans avant qu'elle ne décède d'un accident vasculaire cérébral, et il comprenait les rythmes des longs mariages d'une manière qui m'échappait encore. Il avait un sixième sens pour savoir quand quelque chose n'allait pas. Nous étions assis sous son porche arrière un soir d'été, juste avant que tout ne s'effondre. Il avait décapsulé 2 canettes de bière, m'en avait tendu une sans me demander si j'en voulais, et s'était installé dans sa vieille chaise de jardin, comme il le faisait quand il avait quelque chose en tête. « Tu fais attention à ce qui se passe à la maison ?» m'a-t-il demandé. Je lui ai dit que tout allait bien. Que Lorraine était juste très impliquée dans les activités scolaires des enfants. Qu'elle aimait rester occupée. Il m'a lancé ce regard qu'il a eu toute ma vie, celui qui dit que je suis naïf et qu'il me donne une dernière chance de comprendre par moi-même avant de me l'expliquer clairement. Weston, a-t-il dit, j'ai observé des gens mariés toute ma vie. Quand une femme commence à changer d'apparence, à modifier les endroits où elle va, et qu'elle cesse d'avoir besoin de son mari, il y a généralement une raison à cela. Pas toujours une mauvaise, mais généralement. Je l'ai ignoré. Je lui ai dit que le monde était différent maintenant, que les femmes avaient leur propre vie et leur propre centre d'intérêt, que j'étais en fait fier que Lorraine ait trouvé sa propre voie. Je lui ai dit qu'il interprétait mal les choses. Il n'a pas insisté. Il a simplement hoché la tête lentement, a pris une gorgée de sa bière, et a laissé tomber. Ce que je ne savais pas alors, et que je n'ai découvert que bien plus tard, c'est que mon père avait ses propres raisons de soupçonner que quelque chose clochait. Son ami le plus proche, un homme nommé Réginald Foss, se comportait bizarrement depuis des mois, il sautait leur partie de poker habituelle du jeudi soir, inventait des excuses sur des obligations familiales alors qu'il ne s'était jamais vraiment soucié d'obligations familiales auparavant. Et annulait les voyages de pêche qu'ils avaient inscrits au calendrier depuis des années. Mon père, en homme observateur qu'il est, avait très certainement fait le lien dans sa tête. Il n'arrivait tout simplement pas à le dire à voix haute sans preuve, car accuser son meilleur ami de quelque chose d'aussi terrible sans preuve est une forme de cruauté en soi. Je n'ai moi-même fait le lien que bien plus tard. Pendant ce temps, la vie a continué. Gareth était en première au lycée, occupé par ses recherches d'université et son travail à temps partiel dans une quincaillerie locale. Phoebe était plongée dans le club de théâtre, répétant toujours ses répliques à la table de la cuisine et invitant ses amis à la maison le week-end. Declan était un garçon de 12 ans typique, jeux vidéo, plainte à propos des devoirs, et occasionnelle dispute territoriale pour la télécommande de la télévision. Rosie avait 9 ans, ce qui signifiait qu'elle était bruyante, drôle, et obsédée par des projets de bricolage qui recouvraient chaque surface horizontale de la maison. Notre maison semblait normale, fonctionnelle, heureuse même. Ce fut la partie la plus cruelle de tout cela. L'illusion était si parfaite. La conférence qui a finalement tout fait éclater au grand jour a eu lieu à Indianapolis. Lorraine s'y préparait depuis des semaines, en parlant comme d'un événement régional majeur, un atelier intensif de 3 jours pour les représentants de parents d'élèves, les éducateurs et les bénévoles communautaires de tout le Midwest. Elle l'a décrit comme une sérieuse opportunité de développement professionnel, le genre de choses qui l'aiderait vraiment à mieux défendre notre district scolaire. J'ai pensé que cela semblait génial. Le vendredi matin, elle était debout avant le réveil, fredonnant dans la salle de bain pendant qu'elle faisait ses bagages. Je me souviens l'avoir regardée depuis l'encadrement de la porte, à moitié réveillée, un café à la main, en pensant qu'elle avait l'air sincèrement excitée. Sa valise était déjà en grande partie organisée. De nouvelles tenues que je ne reconnaissais pas étaient soigneusement pliées sur le dessus. J'ai remarqué de la lingerie à l'apparence coûteuse glissée dans la poche latérale. Pas le genre pratique, mais le genre qu'on emporte quand on a l'intention que quelqu'un le voie. De nouveaux vêtements, ai-je demandé. J'ai acheté quelques petits trucs, a-t-elle répondu, désinvolte et imperturbable. Je veux faire bonne impression. Ces conférences servent à faire du réseau et à nouer des relations professionnelles. Elle m'a embrassé pour me dire au revoir comme elle le faisait toujours, a promis d'appeler une fois installée et a franchi la porte, tirant son bagage à main derrière elle. Elle a appelé le vendredi soir. Elle avait l'air enjouée, un peu distraite, et a dit que l'hôtel était agréable et que la session d'ouverture était vraiment inspirante. Je lui ai dit que j'étais content, que les enfants allaient bien, et que Declan avait mangé 3 parts de pizza de la veille pour le dîner. Elle a ri.
Nous nous sommes souhaité bonne nuit. Tout semblait complètement normal. Le dimanche soir, quand elle est rentrée, j'étais dans le salon en train de regarder un match quand j'ai entendu la porte d'entrée s'ouvrir. Elle flottait littéralement en entrant. C'est le seul mot pour le décrire. Elle dégageait un tel rayonnement, un éclat profond et satisfait que je n'avais pas vu sur son visage depuis des années. Ses cheveux étaient parfaitement coiffés. Ses vêtements semblaient fraîchement repassés malgré une journée de voyage. Elle a traversé la pièce avec cette confiance tranquille, ce contentement qui irradiait dans tout son corps, comme quelqu'un qui avait passé le week-end à faire exactement ce qu'il voulait faire. Je lui ai posé des questions sur la conférence. Elle s'est lancée dans un résumé joyeux, méthodologie d'apprentissage collaboratif, stratégie de plaidoyer innovante, la qualité des intervenants principaux. Tout sonnait juste. Tout sonnait répété. L'enthousiasme était là, mais pas la spécificité. Quand Lorraine se souciait vraiment de quelque chose, elle entrait dans les détails. Elle citait les personnes avec qui elle avait parlé. Elle citait des statistiques. Elle réfléchissait déjà à la manière de mettre en œuvre ce qu'elle avait appris. Là, c'était différent. C'était poli, fluide, calibré pour mon niveau d'intérêt et pas plus profond. Cette nuit-là au lit, elle a été plus affectueuse qu'elle ne l'avait été depuis des mois, plus présente en quelque sorte. Je suis resté éveillé par la suite, fixant le plafond avec cette sensation de vide dans la poitrine que je ne pouvais pas totalement expliquer, en me disant que j'étais paranoïaque. Elle était rentrée heureuse et aimante. N'était-ce pas une bonne chose? N'était-ce pas ce que je voulais? Mais la lingerie, ce rayonnement, les éléments de langage répétés, la façon dont elle avait semblé plus vivante en rentrant d'une conférence scolaire qu'à notre dernier anniversaire de mariage. Quelque chose n'allait pas. Je ne voulais juste pas encore le voir. Je me suis accroché au déni pendant environ 3 semaines avant que mon instinct ne gagne la bataille. Je me suis souvenu qu'un gars que je connaissais de l'association locale des entreprises, un nommé Dwight qui travaillait dans l'immobilier commercial, avait un jour mentionné un détective privé qu'il avait utilisé lors d'un litige commercial houleux. Il avait dit que le type était discret, professionnel, et qu'il ne vous faisait perdre ni votre temps ni votre argent. Son nom était Philippe Garnett. J'ai appelé Garnett un jeudi matin depuis mon bureau. Porte fermée, téléphone pressé contre mon oreille, comme si je faisais quelque chose de honteux. Je lui ai dit que je pensais que ma femme voyait peut-être quelqu'un. Je me suis senti comme un idiot en le disant. Ne le soyez pas, a-t-il dit. La plupart des hommes qui m'appellent savent déjà ce qu'ils vont trouver. Ils veulent juste des preuves écrites. C'est mon travail. J'ai signé les papiers cet après-midi-là. Le mardi suivant, 6 jours plus tard, Garnett m'a appelé avec des conclusions préliminaires qui m'ont donné l'impression que le sol venait de se dérober sous mes pieds. Votre femme rencontre régulièrement 2 hommes distincts, m'a-t-il dit, d'une voix neutre et professionnelle. Le premier est un professeur du lycée de votre fille. Il s'appelle Aldrich Pemworth. La relation semble avoir commencé il y a 8 à 10 mois. Il était aussi le professeur d'anglais de Phoebe l'année dernière. Je suis resté silencieux et je l'ai laissé continuer. Le deuxième homme est plus âgé. Il s'appelle Reginald Foss. Le silence de mon côté a duré si longtemps que Garnett m'a demandé si j'étais toujours là. Reginald Foss. Reggie. L'homme qui venait chez nous pour les fêtes d'anniversaire et les barbecues du 4 juillet depuis 20 ans. Le meilleur ami de mon père. L'homme qui s'asseyait à la table de ma cuisine, qui appelait mon fils, champion, ébouriffait les cheveux de Rosie et agissait comme un oncle d'honneur bien-aimé pour toute ma famille. Êtes-vous sûr pour Foss, ai-je demandé. Les caméras de sécurité de l'hôtel le confirment. Ils ont pris une chambre ensemble dans un Marriott le mois dernier. Le même week-end où votre femme a dit qu'elle était à une conférence à Fort Wayne. J'ai accusé le coup un instant. Depuis combien de temps, ai-je demandé. Cette histoire avec Foss. D'après les preuves documentées, au moins plusieurs années, possiblement beaucoup plus longtemps. Plusieurs années. Pendant que j'accumulais des semaines de 60 heures pour construire la vie dont je pensais que nous étions tous les deux fiers, ma femme couchait avec le meilleur ami de mon père. L'homme en qui j'avais confiance comme s'il faisait partie de la famille. L'homme qui m'avait regardé dans les yeux à chaque réunion de famille, qui avait souri et s'était servi une autre bière. J'ai dit à Garnett qu'il m'en fallait plus. J'avais besoin de preuves documentées qui tiendraient devant un tribunal. C'est déjà en cours, a-t-il dit. Mais monsieur Callaway, préparez-vous.
Ce que je suis en train de rassembler sera exhaustif, et d'après ce que je vois, l'image globale est bien plus vaste que ce que je vous ai décrit jusqu'à présent. J'ai raccroché et je suis resté assis dans mon bureau pendant un long moment, fixant la photo de famille sur mon bureau. 4 enfants souriant devant un sapin de Noël. Lorraine en train de rire, la tête rejetée en arrière. Tout ce que je croyais que cette photo signifiait était un mensonge. Ce soir-là au dîner, je l'ai regardé verser un verre de lait à Rosie, aider de Clan avec un problème de devoir et parler à Gareth de sa dissertation pour l'université. Et chaque petite chose ordinaire qu'elle faisait ressemblait à un acte de cruauté, car elle faisait tout cela en portant des secrets qui pourraient déchirer cette famille en deux. Je ne l'ai pas confrontée ce soir-là, ni le soir suivant, ni les 10 soirs d'après. J'ai laissé Garnett terminer son travail. Pendant que j'attendais, j'ai fait quelque chose que je n'avais pas fait depuis des années. J'ai commencé à vraiment regarder mes enfants. Gareth, 17 ans, les yeux bruns, la même carrure menue. Il avait une façon particulière de tenir sa mâchoire quand il réfléchissait intensément, une sorte d'avancée du menton que j'avais toujours considéré comme un trait qui lui était propre. Quand j'ai commencé à l'étudier réellement, j'ai remarqué que c'était identique à l'expression de Reginald Foss lorsqu'il étudiait sa main au poker. Phoebe, 15 ans. Artistique, expressive, avec quelque chose de discrètement sérieux derrière son énergie d'enfant du théâtre. Ses cheveux avaient une teinte cuivrée particulière que ni Lorraine ni moi ne pouvions totalement expliquer. Elle ne m'avait jamais fait penser à personne en particulier. Quand j'ai pensé à Aldrich Pemworth, que j'avais rencontré exactement 2 fois lors d'événements scolaires et que j'avais à peine enregistré en tant que personne, j'ai réalisé que je ne le connaissais pas assez pour faire une comparaison. Mais la chronologie était là, tapie dans l'ombre. Colton avait 12 ans au moment où je me préparais à la confrontation. Il me ressemblait. Il avait mes yeux, ma façon de me tenir les bras croisés, ma frustrante habitude de rester silencieux quand il était contrarié au lieu d'en parler. Rosie, à 9 ans, avait le front de Lorraine, la lèvre inférieure têtue de sa grand-mère et la tendance de mon côté de la famille à rire trop fort. J'ai commandé un kit de test ADN auprès d'un laboratoire en ligne. Emballage discret, processus simple. Sur une période de 2 semaines, j'ai collecté des échantillons lors de moments tout à fait banals. Le verre d'eau de Gareth après le dîner, des cheveux sur la brosse de Phoebe, la brosse à dents de Clan, une brique de jus que Rosie avait laissée sur le comptoir. Je me disais que j'étais paranoïaque. Je me disais que les résultats reviendraient, que je me sentirais stupide d'avoir douté, et que j'enterrerais tout ça discrètement. Les résultats sont arrivés un mardi matin. J'ai ouvert l'enveloppe à mon bureau, la porte verrouillée. Clan, correspondance biologique confirmée. Rosie, correspondance biologique confirmée. Gareth, aucun lien biologique détecté. Phoebe, aucun lien biologique détecté. Je l'ai lu 3 fois. Puis j'ai posé le papier à plat sur mon bureau et j'ai regardé par la fenêtre en direction du parking pendant environ 10 minutes sans bouger. 17 ans que j'avais élevé Gareth. 15 ans que j'avais élevé Phoebe. J'avais assisté à leur naissance. J'avais fait les 100 pas avec eux à 2 heures du matin. J'avais appris à Gareth à faire du vélo, je m'étais disputé avec lui à propos du couvre-feu et je l'avais aidé avec ses candidatures à l'université. J'avais applaudi à chacune des représentations théâtrales de Phoebe, je l'avais conduite et ramené des répétitions des centaines de fois, et je l'avais écouté parler de personnages et d'histoires, et de son désir de devenir journaliste un jour. Et je n'étais pas leur père biologique. L'homme qui était le père biologique de Gareth avait joué le rôle de l'ami de la famille bien-aimée tout en couchant avec ma femme pendant près de 2 décennies. L'homme qui était le père biologique de Phoebe lui avait donné des cours d'anglais tout en entretenant une liaison avec sa mère. J'ai appelé Garnett et je lui ai dit que j'avais les résultats ADN. Je lui ai dit que j'avais besoin que chaque élément de preuve soit finalisé. Il a dit qu'il aurait tout prêt d'ici la fin de la semaine. Je n'ai pas beaucoup dormi cette semaine-là, mais je ne me suis pas effondré non plus, ce qui m'a surpris. Quelque chose de froid et de très clair s'est installé au centre de ma poitrine, et y est resté pendant que je me préparais à ce qui allait arriver. Je crois que lorsqu'on passe suffisamment de temps à construire quelque chose à partir de rien, on s'habitue à cet espace où les choses sont cassées avant d'être réparées. On sait comment surmonter cela. On le surmonte, tout simplement. Avant d'affronter Lorraine, j'avais une conversation à avoir. Mon père. Je veux vous parler d'Aldi Callaway, parce que vous devez comprendre quel genre d'homme il est avant que je ne vous décrive l'expression de son visage quand je lui ai parlé de Reginald Foss.
Mon père a fait 2 missions dans l'armée avant de rentrer chez lui et de monter une modeste entreprise de fourniture de plomberie à partir de zéro. Il a entraîné la Ligue junior de baseball pendant 11 ans, a siégé au conseil municipal et était le genre d'homme qui s'asseyait avec ma mère à l'hôpital chaque nuit qu'elle y passait avant son décès. Quand elle est partie, il a passé l'année suivante à cuisiner des repas pour les voisins qui traversaient leurs propres moments difficiles. Cet homme et Reginald Foss étaient amis depuis 50 ans. Ils s'étaient rencontrés dans l'armée, avaient été témoins au mariage de l'un et de l'autre, avaient enterré leurs parents respectifs et avaient pêché dans le même lac chaque mois de juin pendant 3 décennies. Cette amitié était ce qu'il y avait de plus sacré dans la vie de mon père. J'ai conduit jusqu'à sa maison un dimanche matin. Il était dans son atelier au fond du garage quand je suis arrivé, penché sur une vieille radio à transistor qu'il était en train de restaurer. Il s'était mis à réparer des appareils électroniques après le décès de maman. Il disait que ça lui gardait l'esprit vif. Il a levé les yeux quand je suis entré et a immédiatement lu mon visage comme il savait toujours le faire. « Assieds-toi » a-t-il dit avant que je n'ai prononcé un mot. J'ai fermé la porte de l'atelier. Je me suis assis sur le vieux tabouret à côté de son établi. « Je dois te parler de Reggie » ai-je dit. Mon père a posé son petit tournevis. Il n'a pas demandé de quoi il s'agissait. Il a juste attendu. Je lui ai tout dit. Le détective privé, les images de l'hôtel, les années de rencontres documentées, les résultats ADN. Il a écouté sans m'interrompre. À un moment donné, il a pris un petit composant métallique sur son établi et l'a retourné entre ses doigts. La façon dont il le fait quand il a besoin d'occuper ses mains pendant qu'il réfléchit. Quand j'ai eu terminé, il est resté silencieux pendant un long moment. Puis il a dit, « Depuis combien de temps ?» Le détective a documenté au moins plusieurs années. La chronologie pour Garrett suggère que cela remonte à près de 18 ans. Il a posé le composant. 18 ans. Garrett appelait Reginald Foss, Papy Reggie, depuis qu'il savait parler. Et Foss l'avait laissé faire. Foss s'était assis à ma table, avait lancé une balle de baseball avec mon fils dans le jardin, l'avait regardé jouer en Ligue junior, et avait su tout ce temps que le garçon était son enfant biologique. La mâchoire de mon père s'est contractée d'une manière que je n'avais vue qu'une poignée de fois dans ma vie. Ce n'était pas un homme qui pleurait facilement. Ce n'était pas un homme qui explosait non plus. Sa colère était une chose sourde, profonde, permanente. « Je t'avais prévenu » a-t-il finalement dit. Sans esprit d'accusation, juste un fait. Je sais. Je n'étais pas sûr. Je m'en doutais. Je ne voulais pas croire que Reggie puisse faire ça. Il l'a fait. Nous sommes restés assis dans l'atelier pendant encore quelques minutes sans parler. Puis mon père m'a regardé avec une expression. Je la garderai en moi pour le reste de ma vie. Quelque chose entre le cœur brisé et la fierté. Tu gères cela de la bonne manière, a-t-il dit. Obtenir tes preuves, protéger ton entreprise, ne pas perturber la vie des enfants avant d'être prêt. Il a fait une pause. De quoi as-tu besoin de ma part ? C'était tout mon père résumé en une phrase. Je lui ai dit que j'avais besoin qu'il soit au courant avant que cela ne devienne public, et qu'il méritait de décider par lui-même comment gérer les choses avec Foss. Il a hoché la tête lentement. Je lui ai dit que je demandais le divorce et que les enfants allaient avoir plus que jamais besoin de leur grand-père dans les mois à venir. Il a de nouveau hoché la tête. Avant mon départ, il a dit quelque chose qui m'est resté. Weston, je veux te montrer quelque chose. Il a tendu la main vers la tablette qu'il gardait sur son établi. Il s'était mis à lire les actualités dessus. Il me l'a tendu. Il y a un nouveau truc appelé Singleton. Singleton.com. J'ai vu un reportage à ce sujet hier soir. Ils appellent ça la syntonisation de précision pour les cœurs. J'ai regardé l'article, puis je l'ai regardé, lui. Singleton. C'est comme une fréquence pour les célibataires ou quoi? Il a presque souri, ce qui était le maximum que j'allais obtenir de lui ce matin-là. C'est une plateforme, a-t-il dit, où les gens passent des évaluations psychologiques sérieuses avant de pouvoir être mis en relation avec qui que ce soit. Des tests de personnalité approfondis, un alignement des valeurs, tout le tralala. Uniquement des ondes authentiques. Pas de jeu. Pas de choses superficielles. Il a tapoté l'écran. Leur argument principal est que dans un monde plein de gens qui se mentent les uns aux autres, on devrait au moins rencontrer quelqu'un qui a été honnête sur qui il est en premier lieu. Singleton, plus de devinettes, juste la bonne fréquence.
Il m'a rendu la tablette. C'est peut-être comme ça que les gens devraient vraiment se trouver, a-t-il dit doucement, au lieu de la façon dont nous avons tous procédé jusqu'à présent. J'ai conduit jusqu'à chez moi en y pensant, non pas dans l'idée de passer à autre chose, mais de manière détournée, comme un premier aperçu de quelque chose qui existait de l'autre côté du chaos dans lequel je m'apprêtais à entrer. Cette même semaine, je suis allé rencontrer Reginald Foss. Je l'avais appelé pour lui dire que j'avais besoin de lui parler, et à la légère hésitation dans sa voix, j'ai compris qu'il était déjà mal à l'aise. Nous nous sommes retrouvés dans un bar à l'est de la ville, le Murphy S, un endroit assez calme en milieu de journée pour que nous puissions parler sans public. Il est entré en ayant l'air d'un homme qui essaie de paraître détendu. Il avait 71 ans, était toujours physiquement solide, les cheveux gris, le genre d'homme qui avait toujours semblé bien dans sa peau jusqu'à ce qu'il voie mon visage. Je ne lui ai pas proposé de lui serrer la main. J'ai fait un signe de tête vers la banquette en face de moi et il s'y est glissé. J'ai posé l'une des photos de surveillance de Garnett sur la table entre nous. Foss et Lorraine entrant dans un hôtel ensemble, avec l'horodatage clairement visible. Il l'a fixé pendant un moment et j'ai vu toute son attitude décontractée s'évanouir complètement. « Explique-moi ça », ai-je dit. Il n'a pas essayé de prétendre que c'était innocent. Je lui reconnais ça. Il a regardé la photo, puis m'a regardé, et quelque chose qui ressemblait peut-être à de la honte a traversé son visage. « Danny », a-t-il commencé. « Ne m'appelle pas comme ça », ai-je dit. Il a refermé la bouche. « 17 ans, ai-je dit. Ça fait 17 ans que tu couches avec ma femme et que tu me regardes dans les yeux. 17 ans que tu joues ton rôle à notre table et aux fêtes d'anniversaire de nos enfants, et à chaque fête où nous t'avons invité, tout en sachant depuis le début que Garrett était ton fils biologique. » Il a commencé à parler. « Garrett t'appelle Papy Reggie depuis qu'il a 4 ans, ai-je poursuivi. Tu le savais. Tu regardais ce gamin en souriant et tu lançais une balle avec lui dans le jardin, et tu savais. Ce n'était pas censé. Je sais, ai-je dit. Ce n'était pas censé arriver. Puis c'est arrivé. Puis ça a continué d'arriver pendant 17 ans. Alors, qu'est-ce qui n'était pas censé arriver, exactement? La liaison ou le fait de te faire prendre? Il n'a pas pu répondre à cela. Mon père te considérait comme son ami le plus proche, ai-je dit. L'ami le plus proche qu'il ait eu en 50 ans. Ça a fait mouche. Ses yeux se sont baissés vers la table. Tu as 48 heures pour le lui dire toi-même, ai-je dit en me levant. S'il l'apprend de moi au lieu de toi, tu auras fait le choix d'un lâche par-dessus tout le reste. Je l'ai laissé assis là. 2 jours plus tard, je suis allé au lycée de Phoebe et j'ai demandé à rencontrer Aldrich Pemworth. J'ai d'abord eu une brève conversation inconfortable avec le proviseur adjoint, expliquant seulement que j'avais des affaires personnelles à discuter avec un membre du personnel et demandant une salle privée. On m'a donné une petite salle de conférence près du bureau principal. Quand Pemworth est entré, c'était le genre de jeune professeur habillé de façon décontractée mais soignée, avec un charme facile et légèrement gêné qui le rendait probablement populaire auprès des élèves. Il avait peut-être 33 ou 34 ans. Quand il a vu mon expression, son charme facile a immédiatement disparu. « Est-ce que ça concerne Phoebe ?» a-t-il demandé prudemment. « Ça concerne le fait que vous couchez avec ma femme, » ai-je dit. Il est resté complètement immobile. J'ai des photographies, des visites à l'hôtel documentées, et un test ADN confirmant que vous êtes le père biologique de Phoebe, lui ai-je dit. Je ne suis pas ici pour négocier. Je suis ici pour vous dire que vous avez le choix. Démissionnez discrètement et laissez cela rester privé, ou ne le faites pas et regardez la situation devenir très publique très rapidement. Il s'est assis lourdement. Ses mains tremblaient légèrement. Je ne savais pas pour Phoebe, a-t-il dit. Sa voix était basse. Je vous crois, ai-je dit. Lorraine a fait en sorte que personne ne sache ce qu'elle manigançait, mais vous saviez qu'elle était mariée. Vous saviez qu'elle avait des enfants. Vous saviez tout cela et vous avez quand même fait vos choix. Il n'a pas contesté. Je remettrai ma démission lundi, a-t-il dit. Je l'ai laissé réfléchir à la façon dont il s'était mis dans cette situation. Venait maintenant la partie que je redoutais depuis le jour où Garnett avait passé son premier appel. Mes enfants. J'avais réfléchi à la manière de faire cela pendant des jours. Il n'y a pas de bonne version pour cette conversation. Il n'y a pas de formulation qui rende la chose moins dévastatrice pour un jeune de 17 ou de 15 ans d'apprendre que toute la compréhension de sa propre identité comporte un trou béant.
Mais j'étais déterminé à ce qu'il l'entende de ma bouche de manière claire et honnête, plutôt que par bride plus tard. Il méritait cela. Un mercredi soir, après que Declan et Rosie ont été couchés, j'ai demandé à Gareth et Phoebe de venir s'asseoir avec moi dans le salon. Lorraine était assise dans le fauteuil en face du canapé, le visage pâle, les mains croisées sur ses genoux. Elle savait déjà ce qui allait arriver. Je lui avais dit plus tôt dans la journée que je demandais le divorce et que ce serait moi qui parlerais aux enfants. Elle n'avait pas protesté. Toute envie de se battre l'avait quittée. Gareth nous a regardés tous les deux et a dit avant que je n'ai ouvert la bouche, « Vous allez divorcer. » « Oui, » ai-je dit. « Mais il y a plus que ça. » Je leur ai tout dit. Je n'ai pas enjolivé les choses. Je n'ai pas donné mon opinion. J'ai dit que leur mère entretenait des relations avec d'autres hommes depuis de nombreuses années, et que les tests ADN que j'avais fait faire confirmaient que le père biologique de Gareth était Reginald Foss, et que le père biologique de Phoebe était Aldrich Pemworth. Phoebe a commencé à pleurer immédiatement. Gareth est devenu complètement silencieux. De la façon dont il le devient lorsqu'il assimile quelque chose de trop énorme pour être exprimé par des mots. Lorraine était assise dans son fauteuil, les mains croisées et la tête baissée. Monsieur Pemworth était mon professeur, a finalement dit Phoebe, sans colère, juste abasourdi. Il a enseigné dans ma classe. Il était aux réunions parents-professeurs. Je ne pense pas qu'il savait pour toi lors de ces réunions, ai-je dit honnêtement. Mais elle le savait, a dit Phoebe, et sa voix s'est brisée sur le dernier mot d'une manière qui a brisé quelque chose en moi. Gareth a finalement pris la parole. Il a regardé sa mère et a dit, « Papy Ruggie, tu m'as laissé l'appeler Papy Ruggie. » Lorraine a commencé à pleurer. Gareth, a-t-elle commencé. « Tais-toi, a-t-il dit doucement. Ce seul mot, prononcé sans animosité, a eu un impact plus profond que n'importe quel cri aurait pu avoir. Je les ai laissés ressentir ce qu'ils avaient besoin de ressentir. Je n'ai pas essayé de remplir la pièce de paroles rassurantes. J'ai dit à Gareth et à Phoebe que rien de ce que je ressentais pour eux n'avait changé. Que je les avais élevés, que je les aimais, et que je continuerais à être leur père dans tout ce qui importait. Que l'ADN était un fait, mais pas toute la vérité de qui ils étaient ou de ce que nous représentions les uns pour les autres. Gareth est sorti. Je l'ai trouvé sous le porche d'entrée 20 minutes plus tard, assis sur les marches, les bras reposant sur ses genoux. Je me suis assis à côté de lui. Nous n'avons pas parlé pendant un moment. « Suis-je toujours ton fils ?» a-t-il demandé. Sa voix était assurée, mais je pouvais entendre ce qu'il lui en coûtait de poser la question. « Tu es mon fils » ai-je dit. Point final. Il n'y a aucune condition à cela. Reginald Foss est un donneur génétique qui est venu à tes fêtes d'anniversaire. Moi, je suis la personne qui t'a élevé. Ce n'est pas la même chose. Il n'a rien dit pendant un instant. Puis il a dit, j'ai toujours un peu pensé qu'il tournait autour de notre famille plus que de normal. Ouais, ai-je dit. Moi aussi, avec le recul. Nous sommes restés assis ensemble sous le porche pendant encore une demi-heure. C'était une nuit froide. À un moment donné, il s'est penché et a posé sa tête sur mon épaule comme il le faisait quand il était petit, j'ai passé mon bras autour de lui, et nous sommes restés là jusqu'à ce qu'il soit prêt à rentrer à l'intérieur. Phoebe a été plus difficile à atteindre pendant ces premiers jours. Elle est devenue silencieuse d'une manière qui m'inquiétait, sans pour autant se renfermer totalement, mais se repliant sur elle-même, assimilant la situation en privé. Elle avait toujours été celle qui ressentait les choses profondément et les exprimait indirectement à travers des personnages, des histoires et des performances. Elle a continué à aller à l'école, a tenu ses engagements, a continué à fonctionner, mais elle était plus silencieuse qu'elle ne l'avait jamais été. Environ une semaine après la conversation, elle a frappé à la porte de mon bureau un soir alors que j'examinais des rapports financiers. « Je peux entrer ? » « Bien sûr. » Elle s'est assise sur la chaise de l'autre côté de mon bureau et est restée silencieuse pendant un instant. « Je veux être journaliste un jour, » a-t-elle dit. J'y pense de plus en plus ces derniers temps. Je veux enquêter sur les choses, découvrir la vérité quand les autres prétendent que tout va bien. Je l'ai regardée pendant un moment. « Tu serais excellente dans ce domaine, » ai-je dit. Elle a presque souri. J'ai appris en t'observant. Cette phrase m'a affecté plus profondément que presque n'importe quoi d'autre durant toute cette période. La conversation avec mon père au sujet de Reginald Foss a eu lieu quelques jours après que j'ai laissé Foss au bar.
Je m'y suis rendu tôt et j'ai trouvé mon père dans la cuisine en train de manger des toasts et de lire les nouvelles sur sa tablette. Il a levé les yeux quand je suis entré et j'ai tout de suite vu que la situation avec Foss s'était déjà résolue d'elle-même. Il m'a appelé, a dit papa. Qu'est-ce qu'il a dit? Tout, apparemment. Il a posé son toast. Ou tout ce qu'il pensait être important. Il a dit que ça n'aurait pas dû arriver. Que ça avait commencé après son divorce et qu'il avait été dépassé par les événements. Qu'il était désolé. Et je lui ai dit que c'était fini entre nous. Il a fait une pause. 50 ans, c'est long pour être l'ami de quelqu'un. Je croyais savoir qui il était. Je suis désolé, papa. Ne t'excuse pas. Ce n'est pas toi qui as fait ça. Il m'a regardé directement. Gareth est toujours mon petit-fils. Tu comprends ça. Peu importe le nom qui figure sur un rapport de laboratoire. C'était mon père, s'adaptant, assimilant les choses, et se tenant du bon côté de la barrière. Foss m'a contacté directement quelques jours après sa conversation avec mon père. Il a laissé un message vocal disant qu'il voulait parler de Gareth, du fait de faire partie de la vie de Gareth, de ce qui était juste. Je l'ai rappelé. Gareth est mon fils, ai-je dit. Vous avez le droit de ressentir ce que vous voulez concernant la situation génétique, mais vous n'aurez pas de relation avec lui. Vous avez renoncé à ce droit lorsque vous avez décidé que 17 ans de mensonge étaient acceptables. Il voudra peut-être vous connaître un jour. S'il le veut. Ce sera à lui de faire ce choix quand il sera adulte. En ce moment, il a 17 ans et son monde vient d'être complètement bouleversé. Vous n'avez pas le droit de débarquer et d'avoir un rôle là-dedans. Il a essayé de continuer à parler. J'ai mis fin à l'appel. Mon avocate, une femme nommée Jana Wickfield, spécialisée dans les divorces à fort patrimoine et réputée pour être totalement insensible aux arguments émotionnels, a examiné le dossier avec moi la semaine suivante. Elle a parcouru toute la documentation de Garnett, les relevés d'hôtel, les photographies de surveillance, l'analyse chronologique, les résultats ADN, et lorsqu'elle a levé les yeux du dossier, elle a dit « Ce sont les documents les plus complets que j'ai reçus d'un client depuis une décennie. » Je voulais être exhaustif, ai-je dit. Vous l'avez été, a-t-elle répondu en s'adossant. Infidélité avec de multiples partenaires sur une période prolongée, combinée à une fraude à la paternité démontrable concernant plusieurs enfants. En termes de levier pour la division des biens et la garde, vous avez toutes les cartes en main. Elle n'en a aucune. L'avocat de Lorraine était un homme nommé Bryce Caldwell, qui avait une attitude agréable et le regard de quelqu'un qui sait qu'il fonce droit dans un mur. Lors de notre première session de médiation, il a balbutié des choses sur un accord équitable et des arrangements de coparentalité. Jana a écouté avec la patience de quelqu'un qui avait entendu ce genre d'ouverture de nombreuses fois auparavant. Votre cliente s'est engagée dans des relations extra-conjugales documentées avec de multiples partenaires sur une période s'étalant sur près de 2 décennies, a déclaré Jana d'un ton agréable. Elle s'est livrée à une fraude à la paternité qui a affecté 2 des 4 enfants de M. Callaway. Nous ne sommes pas ici pour discuter d'un accord équitable. Nous sommes ici pour discuter de ce avec quoi votre cliente préférerait repartir, compte tenu des alternatives disponibles. Lorraine m'a regardé de l'autre côté de la table à un moment donné pendant cette session. Ce n'est pas juste, a-t-elle dit. Je l'ai regardé pendant un instant. J'ai réfléchi à ce que je voulais dire. J'ai pensé aux 17 années où Gareth avait appelé Reginald Foss son grand-père. J'ai pensé à Phoebe disant qu'elle voulait devenir journaliste parce qu'elle avait vu ce qui se passait quand les gens n'étaient pas honnêtes. Était-ce juste de me mentir pendant la majeure partie de notre mariage, ai-je demandé. Était-ce juste de me laisser élever des enfants sans me dire pourquoi je les élevais réellement? Était-ce juste de laisser tes enfants nouer des relations avec des hommes qui n'étaient pas ceux qu'ils croyaient? Son avocat a posé une main sur son bras. Le divorce a été prononcé 7 semaines plus tard. J'ai conservé l'intégralité de mon entreprise. J'ai obtenu la garde physique principale de Declan et Rosie, Lorraine bénéficiant d'un droit de visite sous surveillance. En ce qui concernait Gareth et Phoebe, qui étaient tous deux assez âgés pour avoir une opinion significative, l'arrangement final a reflété leurs propres préférences exprimées. Tous deux ont choisi de vivre avec moi. Gareth m'a dit dans le couloir du palais de justice, avec pragmatisme et sans drame, tu es le seul père que j'ai jamais eu. Ce n'est pas quelque chose qu'un test de laboratoire peut changer. Phoebe, plus calmement, quelques jours plus tard, je ne le connais pas. Je te connais, toi. Nous avons déménagé dans une maison à l'autre bout de la ville,
plus petite que l'ancienne, dans un quartier avec plus de caractère que de tape à accent Graveleuil. Cela semblait honnête. Les enfants et moi avons peint la cuisine ensemble le week-end de notre emménagement. Et Rosie a mis l'empreinte de sa main à l'intérieur de la porte du cellier, Declan a immédiatement revendiqué la chambre avec le meilleur placard, et Gareth m'a aidé à monter des meubles à minuit pendant que nous nous disputions sur les manuels d'instruction. Cela ressemblait à un commencement. J'ai inscrit les 4 enfants en thérapie cet automne-là. Gareth et Phoebe ensemble au début, puis individuellement, Declan et Rosie avec un thérapeute pour enfants spécialisé dans les situations d'adaptation. J'y suis allé moi-même, aussi. Une chose que j'avais été réticent à essayer et que j'ai trouvé véritablement utile. Il y a des choses qu'on ne gère pas correctement à moins que quelqu'un ne vous aide à les décortiquer. 6 mois après que le divorce a été finalisé, je suis tombé sur Aldrich Pemworth dans une épicerie près de ma nouvelle maison. Il avait quitté l'enseignement et travaillait dans une librairie du centre-ville. Il m'a vu le premier et a évalué s'il devait parler. Est-ce que Phoebe a-t-il commencé? Elle va bien, ai-je dit. C'est ma fille et elle se porte bien. Elle n'est pas intéressée par un contact, et c'est son choix à faire, pas à vous de le poursuivre. Laissez tomber. Il a hoché la tête. Il avait compris. Ce soir-là, Phoebe m'a demandé ce qui s'était passé. Je le lui ai dit honnêtement. Elle est restée silencieuse un instant. Je ne suis pas prête, a-t-elle dit. Peut-être un jour. Il n'y a pas de date limite, ai-je répondu. 3 ans après le divorce, je passais en revue des contrats dans mon bureau à domicile tard un soir de semaine quand j'ai entendu frapper à l'encadrement de la porte. Phoebe, dans sa dernière année de lycée, se tenait là avec son ordinateur portable et une expression un peu penaude. Je peux te montrer quelque chose? Bien sûr. Elle est entrée et a posé son ordinateur portable sur le coin de mon bureau. C'était un article qu'elle avait écrit pour le journal de son lycée, un reportage d'investigation sur les incohérences dans la façon dont son district scolaire rapportait les présences et les mesures disciplinaires. Croisées avec des données qu'elle avait demandées via une requête de dossier public qu'elle avait déposée elle-même. J'ai lu l'intégralité du texte. C'est excellent, ai-je dit. Tu crois? Je pense que tu vas être très doué pour ça, ai-je répondu. Les sources sont solides. Le récit est clair. Tu ne donnes pas ton opinion. Elle a presque souri. J'ai eu un bon professeur en regardant comment ne pas laisser l'émotion brouiller les faits. J'ai fermé l'ordinateur portable et je le lui ai rendu. L'université de Northwestern a un solide programme de journalisme. Son visage a changé. C'est. Ouais, c'est celle que je regardais. Postule-t-o, ai-je dit. Elle a postulé. Elle a été acceptée. Je veux vous raconter où tout le monde a atterri, parce que je pense que les fins sont importantes. Lauren s'est remariée environ 2 ans après notre divorce. Un homme d'affaires d'un autre État qui n'avait apparemment pas entendu la version complète de son histoire. D'après ce que Gareth et Phoebe m'ont dit, il la voit occasionnellement pour les fêtes et autres, bien que sans grande chaleur. Elle vit une version réduite de sa vie d'avant. Ses relations avec les 4 enfants sont tendues. Gareth et Phoebe sont cordiaux, mais à distance. Declan et Rosie étaient assez jeunes pour se contenter de suivre mon exemple, que j'ai essayé de rendre aussi mesuré et dénué de drame que possible. Je n'ai jamais parlé de Lauren d'une manière qui aurait mis les enfants au milieu de quelque chose. Ils en avaient déjà assez à digérer. Reginald Foss a déménagé en Floride. Il est décédé seul 2 ans après avoir déménagé là-bas, d'un AVC, ai-je appris par mon père. Ni papa ni moi n'avons assisté aux funérailles, mais Gareth y est allé discrètement et de manière indépendante, disant qu'il voulait rendre un dernier hommage selon ses propres termes. Ce geste a fait preuve de plus de noblesse que tout ce que Foss lui-même avait pu démontrer. Aldrich Pemworth a complètement quitté l'enseignement. Il travaille dans la vente au détail, aux dernières nouvelles. Il n'a fait aucune autre tentative pour contacter Phoebe, ce qui était le bon choix. Mon père s'est éteint paisiblement dans son sommeil il y a 2 ans, à 77 ans. Je suis resté assis avec lui à l'hôpital durant ces derniers jours, et il est resté lui-même presque jusqu'à la fin. Vif, peint sans rire, apportant encore parfois des corrections à ce que je disais ou faisais. Sa dernière vraie conversation avec moi, le matin avant qu'il ne sombre dans le sommeil dont il n'est pas revenu, portait sur Gareth. Il avait suivi de près les progrès de Gareth au sein de l'entreprise, avec cette discrétion qu'il appliquait à tout ce qui lui tenait à cœur. Ce garçon va faire quelque chose d'important,
a-t-il dit. Sa voix était faible à ce moment-là, mais la certitude qu'elle contenait était la même que d'habitude. Tu l'as bien élevé. Tu m'as bien élevé, ai-je répondu. Il a légèrement secoué la tête, sans me contredire, mais en répartissant le mérite avec exactitude. Ta mère nous a élevés tous les deux, a-t-il dit, puis il a souri, ce qui était plus que ce que j'avais vu de sa part depuis des mois. J'ai mis de l'ordre dans mes affaires à 53 ans d'une manière à laquelle je n'avais pas pensé à 48. Je sortais de temps en temps ces dernières années. Des rencontres sans lendemain, rien de sérieux, mais c'était suffisant. J'avais appris à être honnête avec moi-même sur ce que je cherchais, ce que je n'avais pas totalement su auparavant. L'honnêteté, principalement, c'était la chose primordiale. Quelqu'un qui se montrait tel qu'il était réellement. Je repensais à Singleton depuis que mon père en avait parlé ce jour-là dans l'atelier. Le concept de rencontrer quelqu'un qui avait passé un véritable processus d'évaluation, qui avait été honnête sur qui il était avant que quiconque ne fasse de promesses, résonnait différemment en moi désormais que cela n'aurait pu l'être à 25 ans, quand la comédie faisait partie de l'attrait. Après tout ce que j'avais traversé, uniquement des ondes authentiques n'était plus un slogan marketing. C'était une réorganisation complète de ce que je recherchais chez une autre personne. Plus de devinettes, plus de rôles à jouer ou à subir, juste la fréquence réelle de qui était la personne. J'ai rencontré une femme nommée Audley grâce à un ami commun, une vétérinaire qui avait traversé son propre premier mariage difficile. Elle était directe de la façon dont le deviennent généralement les personnes qui ont survécu à quelque chose. Elle posait de vraies questions, disait de vraies choses, et n'avait aucune envie d'être quelqu'un qu'elle n'était pas. Elle a aimé mes enfants avec une chaleur authentique plutôt que stratégique, et ils y ont été réceptifs. Phoebe m'a dit un jour que ce qu'elle aimait chez Audley, c'était qu'elle n'essayait jamais d'être celle dont Phoebe avait besoin. Elle se contentait d'être elle-même et de laisser la relation devenir ce qu'elle devait être. Audley et moi nous sommes mariés discrètement, juste la famille et les amis proches. Garrett était mon témoin. Phoebe a porté un toast qui m'a fait pleurer, et je lui ai dit qu'il lui était interdit de le répéter à qui que ce soit. Et elle m'a répondu qu'elle allait absolument écrire à ce sujet un jour. Alors, voici où nous en sommes maintenant. 5 ans se sont écoulés depuis ce dimanche soir où ma femme a flotté à travers la porte d'entrée en rentrant d'Indianapolis, avec ce rayonnement sur son visage que je ne comprenais pas encore. Mon réseau de franchise compte 38 établissements répartis dans 6 États. Il génère le genre de revenu qui fait que je ne m'inquiète plus pour l'argent et que je peux désormais commencer à réfléchir sérieusement à ce que l'entreprise représente vraiment au-delà des marges bénéficiaires. Garrett est mon directeur des opérations, et il est extraordinairement doué. Son instinct pour les gens et les processus est véritablement meilleur que le mien au même âge. Phoebe a terminé sa 2e année à Northwestern, où elle étudie le journalisme. Elle a déjà fait publier 2 articles dans des médias régionaux grâce à son stage. Elle m'appelle tous les dimanches sans exception, et ces appels sont l'une des choses que j'attends avec le plus d'impatience chaque semaine. Declan a 17 ans maintenant et il est lanceur titulaire dans l'équipe de baseball de son lycée, avec des recruteurs universitaires qui l'appellent déjà. Rosie a 14 ans et a lancé, sans aucune intervention de ma part, une véritable petite entreprise de garde d'animaux pour les voisins, avec une grille de tarifs dessinée à la main et une liste de clients qu'elle gère sur un tableur sur mon ancien ordinateur portable. Elle a mon instinct pour l'organisation. Je trouve cela infiniment drôle et gratifiant. S'il y a quelque chose que je veux que les gens retiennent de tout cela, ce n'est pas une histoire de trahison ou de vengeance, ou de la façon dont un conjoint infidèle reçoit la monnaie de sa pièce. C'est bien sûr une version de cette histoire d'un point de vue technique, mais c'est la moins intéressante. Celle à laquelle je pense, c'est la version sur l'aveuglement volontaire, sur ce qu'il vous en coûte, et sur ce que vous pouvez réellement construire à partir de rien lorsque vous cessez d'accepter la version confortable des choses et commencez à exiger la version réelle. J'ai ignoré les signes parce que les voir auraient été gênants. J'ai cru à ma propre interprétation optimiste des événements parce que l'alternative m'obligeait à regarder ma vie, mon mariage et mes choix avec une lucidité pour laquelle je n'étais pas prêt. Mon père a essayé de m'offrir cette lucidité et je la lui ai rendue. C'est la partie avec laquelle je vis parfois. Non pas la colère contre Lorraine, qui s'est en grande partie estompée pour devenir quelque chose qui ressemble plus à une neutralité fatiguée, mais la reconnaissance de ma propre part de responsabilité dans le fait d'être resté aveugle. La conférence dont Lorraine est revenue rayonnante a fini par tout faire éclater. Son rayonnement était l'indice que je ne pouvais pas tout à fait ignorer. Ça ne ressemblait pas au rayonnement de quelqu'un qui avait passé 3 jours assise dans des salles de conférence à apprendre des cadres éducatifs collaboratifs.
Ça ressemblait au rayonnement de quelqu'un qui avait passé 3 jours à être exactement celle qu'elle avait décidé d'être, en dehors de la vie qu'elle avait acceptée. Cette distinction, le rayonnement d'un soi authentique par rapport au rayonnement d'un soi secret, est quelque chose que je reconnais aujourd'hui. Je le reconnais parce que j'ai passé ces 5 dernières années à essayer de construire une vie où je peux être la version authentique de moi-même. Et les gens autour de moi obtiennent la même chose. Il s'avère que c'est une vie bien meilleure. Plus calme à certains égards, moins sur la défensive, mais vrai. C'est la fréquence que je cherchais. Il m'a fallu du temps pour la trouver, mais j'y suis arrivé.